Affaire sensible, la fiction, l'affaire Troadec, une série en 6 épisodes inspirée d'un fait divers bien réel, écrite par François Luciani, réalisation Cédric Ossire, coordination Christophe Barrère. Fabrice Drouel, Affaire sensible, sur France Inter. L'affaire Troadec, une série de François Luciani. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Cédric Ossire. 6e épisode, le procès. 4 ans plus tard, mardi 22 juin 2021. Cour d'assises de Nantes. Premier jour du procès. Madame Lydie Troadec, vous comparaissez aujourd'hui libre devant nous. Vous avez été placée en détention provisoire le 6 mars 2017, à l'issue de votre mise en examen. Vous avez été remise en liberté sous contrôle judiciaire le 3 juillet 2017. Vous êtes accusée de recel de cadavres et modification de lieu du crime. Vous encourez la peine de 3 années d'emprisonnement. Vous reconnaissez les faits? Oui, madame. Vous savez que M. Hubert Cahuissin, votre compagnon, ici présent, encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour le quadruple meurtre de Pascal Troadec, votre frère, Brigitte Troadec, votre belle-sœur, de Sébastien Troadec, votre neveu, et de Charlotte Troadec, votre nièce. Oui. Vous avez avoué lors de l'instruction avoir été complice de votre compagnon, c'est-à-dire en l'occurrence de l'avoir aidé à effacer les traces de sang occasionnées par le quadruple meurtre, notamment les traces laissées dans la voiture de votre neveu, Sébastien Troadec. Pourquoi avoir accepté d'effacer ces traces, Madame Troadec? J'ai pas réfléchi. Je l'ai fait pour lui, pour nous protéger. Le dossier crapule dans votre ordinateur et les surnoms « la grosse dondon » à propos de votre belle-sœur, Brigitte Troadec, c'était vous? Non, ça c'était Hubert. C'est étrange. Lors de son interrogatoire, Hubert Cahuissin a déclaré que c'était vous. Qui croire, Madame Troadec, lui ou vous? Je sais pas. L'enregistrement avec un enregistreur caché dans votre soutien-gorge, c'était bien vous, n'est-ce pas? Oui. Pouvez-vous lancer l'enregistrement du 5 juillet 2014? Bien. Toi, Pascal, tu t'installes là. Là? Ouais, et tu discutes pas. D'accord, mais c'est pas la peine de s'énerver. Maman a des choses importantes à dire. Vas-y, maman, on t'écoute. Bon, eh bien voilà. J'estime que j'ai droit à la moitié de ce que vous avez pris. La moitié de quoi? Ah bah ça, je sais pas. Mais dis ce que tu as à dire, maman, vas-y. Je veux la moitié de ce qui a été pris. Mais maman, qu'est-ce qu'on t'a pris? Des pièces d'or. Qui a piqué des pièces d'or? Qui? À part toi, d'après toi? Moi, j'ai volé des pièces d'or? Mais t'es malade. Écoute-moi bien, Pascal. Ça restera entre nous. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Lydie m'a mandaté. Il y avait quelque chose dans l'immeuble de Brest. Quelque chose de très très important. Alors, 2 possibilités. Soit vous y êtes pour rien, soit vous avez quelque chose à vous reprocher. Non, mais se reprocher quoi? Mais vous êtes tous malades. Pourquoi tu t'énerves si t'as rien à te reprocher? Mais tu me traites de voleur, maman. J'ai des informations. Écoutez, Hubert, je l'ai mandaté. Je vous jure que c'est fabuleux. Qu'il y a de quoi changer la vie de tout le monde. Et je sais ce que je dis. Il y a eu quelque chose, et il n'y a plus rien. Qui l'a pris? Pour des choses comme ça, on éradique des familles entières. Que vous inspire cet enregistrement, madame? Avez-vous des regrets? Ça me fait bizarre d'entendre la voix de Pascal et Brigitte après tout ce temps. C'est tout. Ça fait de la peine. Votre fils Gaël a été entendu le 8 mars 2017 dans le cadre d'une commission rogatoire. Il était alors âgé de 8 ans. Avez-vous souvenir de ce qu'il a déclaré à la suite de la mort de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec? Tout ce que je sais, c'est que même dans ces horribles circonstances, Hubert et moi, on l'a toujours protégé des mauvais esprits. Permettez-moi de vous lire, madame, le procès-verbal de l'audition de votre fils,
devant le juge des enfants dans le cadre de la commission rogatoire. Gaël. Papa m'avait dit le secret le 2 mars. Que c'était lui qui avait tué la famille Troadec, et là j'ai pleuré. Qu'il avait tué les 4 membres. Il a parlé de la voiture, qu'il avait effacé les traces avec un peu d'aide de maman, et qu'ils avaient fait disparaître les corps. À la télé, ils disent que papa avait pris un pied de biche, mais c'est faux. C'est papa qui m'a raconté tout ça. Le juge des enfants demande alors: te souviens-tu des circonstances exactes où ton père t'a dit tout ça? Gaël. Je me souviens bien que c'était le 2 mars car j'enregistre tout. Il est entré dans ma chambre, j'étais au lit, il m'a dit: tu veux savoir qui est le monstre que la police recherche? Je lui ai répondu oui, et il a dit: eh bien c'est moi. C'est moi, ton père, qui ai fait tout ça. Au début, je ne l'ai pas cru, et puis ensuite, demande le juge, Gaël, je savais que c'était lui, je l'avais entendu le dire avec maman. C'est surtout papa qui a fait le principal. Maman a juste aidé un peu. Elle a juste nettoyé un peu le pantalon gris de papa et nettoyé les taches de sang dans la voiture de Sébastien. Papa fera beaucoup plus d'années de prison que maman. De toute façon, papa, je l'aimerai toujours. Vous appelez ça protéger votre enfant, madame? On a fait ce qu'on a pu. Les travailleurs sociaux décrivent votre fils Gaël comme un petit garçon très communicant, qui à son arrivée en foyer dessinait des scènes morbides représentant un homme avec un couteau et des corps démembrés. Selon les éducateurs, Gaël est un enfant durablement choqué par le choix de son père de lui révéler ses actes. Hubert Cahuissin lui avait demandé s'il préférait un papa mort ou un papa en prison à vie. Il n'aurait, semble-t-il, pas su quoi répondre. Qu'en pensez-vous, madame? Mieux vaut un papa mort ou un papa en prison à vie? Je sais plus. C'est horrible. Tout ça, c'est horrible. Horrible, en effet. Le 20 avril 2017, votre fils, il était à nouveau entendu par le juge des enfants. Je précise qu'à l'époque, votre fils Gaël n'était âgé que de 8 ans. Il relatait une nuit où son père était parti après le dîner et où il était resté seul. Madame la greffière, pouvez-vous nous en faire la lecture? Oui, Madame la Présidente. Transcription de l'audition de Gaël Cahuissin devant le juge des enfants le 20 avril 2017. Gaël Cahuissin. Dans la nuit, je me suis réveillée et j'ai cherché ma mère. Elle n'était plus là. Elle n'est rentrée qu'au matin. Elle m'a expliqué que papa lui avait dit avoir tué les membres de sa famille avec une barre de fer, mais qu'au départ, il n'avait que l'intention de les assommer. Après avoir vu qu'ils étaient morts, il avait paniqué et avait fait disparaître leurs corps qui n'étaient que de tout petits morceaux. Papa ne m'a pas expliqué comment il avait fait, car cela était trop cruel. Ça s'est passé dans la nuit du 16 au 17 février. Depuis cette nuit-là, papa m'avait demandé de faire le guetteur d'information en regardant BFM Télé. Mon garçon. Mon petit garçon. Madame Troadec, votre compagnon vous a-t-il forcé à l'aider? Non, madame. Je l'ai été naturellement, sans réfléchir. Aviez-vous conscience de la conséquence de vos actes? Non. Êtes-vous retourné chez vous, à Pont-de-Buis, à la suite de la découverte des restes des corps de votre famille? C'est difficile pour moi de retourner là-bas. À cause de tout ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de colère contre Hubert. Et contre moi aussi. J'ai rien vu. Je suis passée à côté. Je savais pas qu'il allait si mal. J'ai mal pour eux. Je suis coupable. Je sais pas comment faire. Si je m'étais rendu compte qu'il allait pas bien,
il serait peut-être pas arrivé tout ça. Vous dites avoir beaucoup de colère envers votre compagnon. Pourtant, devant les experts psychiatres, vous décrivez Hubert Kawissin, je cite, comme un homme intelligent, pétillant, avec qui je me sens bien. Il m'a toujours soutenu dans la lutte contre le cancer et dans l'éducation de notre fils. Maintenez-vous ces déclarations? Oui. Hubert m'a toujours soutenu. Même quand j'étais au plus mal. Si je récapitule, dans la nuit du 17 au 18 février, vous êtes reparti à Orvaux avec Hubert Kawissin. Vous avez attendu pendant 1h30 dans votre voiture, stationnée rue des Sports, près de la maison Troadec. Puis Hubert Kawissin vous a contacté par Tokib pour vous dire qu'il avait terminé. Vous êtes donc reparti, lui au volant de la 308 de Sébastien, vous avec votre voiture. Oui. Vous saviez que les 4 corps de la famille Troadec se trouvaient dans la 308 qu'Hubert Kawissin conduisait. Oui, je le savais. Vous êtes arrivé chez vous à Pont-de-Buis vers 5h du matin. Est-ce exact? Oui, il était environ 5h du matin. Le 20 février au soir, vous êtes retourné à Orvaux, vous y avez déposé Hubert Kawissin pour qu'il fasse le ménage. Vous n'avez pas participé à cette tâche à l'intérieur de la maison Troadec. Est-ce exact? Oui, je suis jamais entrée dans la maison après ce qui s'était passé. Mais vous êtes venu le chercher le lendemain, après avoir acheté de grands sacs poubelles dans le but d'y mettre des effets personnels. C'est bien ça? Oui, on avait l'idée de faire croire qu'ils étaient partis en vacances, alors... Le 22 février, vous avez donc procédé au nettoyage de la 308 de Sébastien. Vous étiez muni de gants et de lessive Samar. Et dans la soirée, vous êtes allé stationner la 308 à Saint-Nazaire. Oui. Vous confirmez donc que dans les nuits des 17, 20, 21 et 22 février, votre fils Gaël est resté seul dans la ferme du Stand, votre maison de Pont-de-Buis, un lieu isolé en rase campagne. Oui. Cela ne vous a pas inquiété? Ben si, mais... Mais quoi? Mais il fallait bien... Vous appelez ça protéger votre fils, Madame Troadec. Ah, je vous l'ai déjà dit, on a fait ce qu'on a pu. Lundi 24 juin 2021. Cour d'assises de Nantes. 3e jour du procès. Témoignage de Hélène Sello, sœur de Brigitte Troadec. Madame, c'est vous qui avez donné l'alerte, n'est-ce pas? Alors que vous n'aviez plus de nouvelles de votre sœur Brigitte depuis plusieurs jours. Oui. D'habitude, Brigitte appelle maman tous les dimanches. Notre mère est âgée, elle prend des nouvelles, c'est normal. Vous vous êtes donc inquiété de son silence? Oui. J'ai demandé à ma sœur Martine et puis à ma mère. Personne n'avait de nouvelles de Brigitte. Elle répondait plus au texto, ni au téléphone. Le 23 février, j'ai appris que ni Pascal ni Brigitte n'étaient allés travailler. Et Brigitte m'avait raconté les accusations d'Hubert. Je me suis dit, c'est tout de même pas cette histoire d'or. Alors j'ai appelé la police. Que se serait-il passé, selon vous, si vous n'aviez pas appelé la police? Je ne sais pas. On n'aurait peut-être jamais rien su des raisons de la disparition de toute cette famille. Peut-être, en effet. Et ensuite, j'ai suivi les infos à la télé comme un mauvais feuilleton. C'était horrible. Je ne peux pas admettre que 4 personnes puissent être massacrées, dépecées, brûlées par un pervers narcissique pour rien. Pour rien. Pour rien. Regardez-moi, monsieur Kawissin. Regardez-moi. Madame, s'il vous plaît. Ça fait trop longtemps, madame, que j'attends. Je fais des cauchemars horribles. Quand je pense que Charlotte n'aura jamais d'enfant, que Brigitte ne connaîtra jamais ce bonheur d'être grand-mère. Pour moi, Hubert Kawissin a préparé son crime. Il n'est pas poursuivi pour la préméditation. Avec Martine, on est convaincus qu'il avait tout planifié. Il a effacé la vie de 4 personnes pour rien. Il les a tués pour se venger d'être rien. Lundi 28 juin 2021. Cour d'assises de Nantes. 5e jour du procès.
Monsieur Kawissin, vous reconnaissez avoir tué dans la nuit du 16 au 17 février 2017 Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec? Oui. Reconnaissez-vous l'intention d'homicide? Non. Reconnaissez-vous l'atteinte à l'intégrité des cadavres? Oui. Pouvez-vous exposer à la cour votre version des faits? J'arrive vers 22 heures devant la maison. J'espère voir l'intégralité des voitures et des plaques d'immatriculation et entendre les conversations à travers la porte, avec le stéthoscope. Pourquoi avoir pris un stéthoscope, monsieur Kawissin? Chacun sait qu'un tel appareil ne fonctionne pas à travers les murs. Faut essayer. On avait acheté ça parce que Gaël fait de la tachycardie. Ça marchait très bien. Et je pensais vraiment que je pouvais entendre quelque chose. Poursuivez. Il y a de la lumière qui vient d'un voisin. C'est ingérable. J'ai pris un café trop fort. Je suis excité. Je tiens pas en place. J'entends un bourdonnement, un chuintement. Je bouge. Je peux pas tenir en place. C'est ingérable. Je passe sur le côté. J'entends des bruits. J'essaie de les interpréter. Est-ce que c'est pas mes bruits internes? Je suis excité. J'essaie d'écouter par la porte du garage. C'est pas mieux. La fenêtre de Charlotte s'est ouverte. J'essaie d'écouter. Ça donne rien. Je me dis, c'est pas grave. Je vais faire des photos des voitures. Mais j'attends que la lumière du voisin s'éteigne et la lumière dans la maison. J'attends. Vous portiez une veste à capuche, un bonnet et des gants. Pourquoi un tel accoutrement? J'ai pas envie de laisser mes empreintes. S'il y a un cambriolage et qu'on trouve mes empreintes... Ce n'était pas pour vous cacher? Ah oui. Ça aussi. Les Troadec sont tous les 4 réunis du 15 au 18 février pendant les congés. Est-ce un hasard que vous vous soyez déplacés alors qu'ils sont là, tous les 4? Mon objectif principal, c'est d'avoir des infos. Combien de voitures ils ont? L'idée, c'est de voir tous les véhicules. Si le 17, ils sont partis, c'est trop tard. L'idée, c'est de faire le dessin de la clé et de repartir. Ça s'appelle comment, ce que vous faites? De l'espionnage. Vous vouliez faire une clé à partir d'un dessin? Oui. J'ai une formation de taulier chaudronnier. Vous reconnaissez des violences volontaires ayant entraîné la mort? Oui. J'ai frappé à la tête, je le reconnais. Et vous n'êtes pas blessé? Pas une égratignure? J'étais dans un tel état, je me rendais pas compte. Permettez-moi, monsieur, de lire devant la cour la déclaration de votre fils Gaël à la suite de ce que vous lui avez raconté. Papa, il a fait boum sur Sébastien, boum sur Charlotte, boum sur Brigitte, boum sur Pascal. Il voulait les faire parler en les ligotant et en les frappant un peu. Les assommer avec une petite barre. C'est bien vous qui lui avez raconté cette scène, monsieur Kawissin? Oui. Je rappelle à la cour qu'à l'époque, votre enfant n'avait que 8 ans. Je lui ai jamais rien caché. Je lui ai toujours dit la vérité. Qui croit, monsieur Kawissin? Lui ou vous? Gaël interprète ce qu'il comprend pas. Évidemment. Vous êtes revenu 24 heures après sur les lieux. Pourquoi? Uniquement pour faire disparaître les corps? Mon moteur, c'était la peur. Je veux que tout s'arrête. Que ça se calme autour de moi. Comment avez-vous procédé exactement, monsieur Kawissin? J'ai mis un sac plastique sur la tête de Brigitte. Ils avaient changé de couleur et je m'y attendais pas. J'arrive pas à hisser Brigitte dans la voiture. J'ai craqué et je lui ai parlé. J'ai vu son visage. Je lui ai demandé pardon. Et j'ai beaucoup pleuré, longtemps. J'ai prise contre moi et j'ai réussi à la mettre dans le coffre. Sébastien, je me suis mis à genoux. Je regardais sa main, je lui ai demandé pardon. J'ai mis le sac sur sa tête et ses épaules. J'ai essayé de le mettre dans le coffre, j'ai dû forcer. Après,
Pascal. Je lui ai demandé pardon. J'ai pas pleuré, mais c'était sincère. Son pied s'est coincé sur le coin du mur. Charlotte, j'ai demandé pardon. Et j'ai pleuré longtemps. Je l'ai mise dans le sac, je l'ai prise sur mon épaule, et je l'ai mise dans la voiture par la portière gauche. Avec Brigitte, on parle. Je lui dis que c'est eux qui ont commencé. Elle m'a répondu qu'elle défendait sa famille. Brigitte vous a répondu? Oui. J'ai cru qu'elle me parlait. C'était une hallucination? Je ne sais plus. Pourquoi les emmenez-vous chez vous? Je ne sais pas où les emmener. Il y a plein de trous noirs. Il y a des phases de tension et entre, il y a des trous noirs. Il n'y a pas les émotions qui vont avec. C'est étrange, c'est particulier. Une fois à la maison, je suis allé chercher ma scie sabre, le couteau qui sert à couper les légumes, une pierre à aiguiser. Je ne pouvais pas voir leur tête. Je mets un tissu sur leur visage. Il fallait pas que je les voie. J'ai approché la scie de Sébastien. J'ai pas pu. J'ai pensé le mettre dans la chaudière. Je pensais récupérer les os et les rendre plus tard. J'ai commencé à démonter l'articulation. Je ressens rien. C'est bizarre, il n'y a rien qui est normal. Les muscles s'est mouillé et on met rien de mouillé dans le feu. Je sépare les muscles des os et ce qui est mouillé, je le mets dans un sac de grains à côté. Je verrai après ce que j'en fais, je sais pas. Je mets le gras et la peau dans la chaudière. La chaudière était à 100 degrés et il y avait un risque d'explosion. Je mets de l'eau pour refroidir. Je peux pas tout mettre dans la chaudière. J'ai pas de notion du temps. Dans ma tête, j'ai des pensées automatiques. Rien ne se perd, rien ne se crée. Je ressentais rien. J'ai continué. Le tronc, je l'ai envoyé dans le champ en face. J'avais pas de pensée élaborée. Je l'ai fait comme ça, au coup par coup. Je laisse les viscères dans le champ. J'ai commencé par Sébastien. Après, j'ai reproduit à l'identique. Après, j'ai fait Pascal et Charlotte en parallèle. Vous dites des pensées automatiques. Rien ne se perd, rien ne se crée. Oui, je sais pas. J'ai des pensées automatiques. Il faut absolument garder le papa de Gaël. Je veux qu'il ait un papa. Ça aurait été tellement plus simple de me foutre en l'air. C'est son père que je sauve. Je peux pas me scinder. J'ai commencé par couper les 4 têtes pour pas les voir. Au final, il reste quoi de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte? Peu de choses. Jeudi 1er juillet 2021. Cour d'assises de Nantes. 8e jour du procès. Audition en visioconférence de René Troadec. Madame Troadec, contrairement aux membres de votre famille, vous n'avez pas jugé utile de vous porter partie civile à la suite du meurtre de votre fils Pascal, de votre belle-fille Brigitte, ainsi que de vos 2 petits-enfants Sébastien et Charlotte. Pourquoi un tel choix? Je ne sais pas. Oh, c'était pas utile, c'est tout. Vous avez déclaré être en froid depuis un certain temps avec votre fils Pascal. Pour quelle raison? Pascal disait du mal de nous. Des choses abominables. Je n'ai plus répondu à ses lettres depuis 2014. Pascal vous aimait-il? Je sais pas. Au début, sûrement. Mais on ne s'est plus parlé depuis le jour où on en est venu aux mains. Chez moi. Le jour du fameux enregistrement de votre fille, Lydie. Oui. Vous n'avez pas assisté à ses obsèques. Vous avez même refusé de participer financièrement à la cérémonie. Pourquoi? C'était pourtant votre fils, madame, votre famille. Pascal envoyait son train de vie. Et s'achetait des voitures, alors qu'il ne gagnait pas beaucoup. On se demandait bien où il pouvait trouver tout cet argent. Enfin, c'est normal, quoi.
C'est à cause de cette histoire d'or que vous étiez fâché? Oui. Je savais. Mon mari avait cassé un mur dans l'immeuble et il avait trouvé de l'or dedans. Il l'avait mis dans le grenier. Mais cet or, Madame Troadec, vous l'avez vu un jour? Je n'ai jamais rien vu. Dans le grenier, il fallait monter. À mon âge, vous savez, on fatigue vite. Vous vous sentez fatigué aujourd'hui? Oui. À cause de toutes ces histoires, Hubert et tout le reste. Oh, c'est malheureux. Pensez-vous avoir été influencé, manipulé par Hubert Kawissin? Non. Peut-être. Je sais pas. Avez-vous autre chose à déclarer, Madame Troadec? C'est dommage tout ça. C'est dommage. C'est tout? Oui. Oh, tout ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Vendredi 2 juillet 2021. Cour d'assises de Nantes. 9e jour du procès. J'appelle à la barre le docteur Zaguri, expert psychiatre. Madame la Présidente, après avoir longuement écouté Hubert Kawissin raconter les faits et l'histoire de sa spoliation présumée, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'un délire d'interprétation, une forme de paranoïa délirante qui nous amène à penser que le discernement de l'accusé a été altéré au moment des faits. Vous voulez dire à la Cour que M. Kawissin ne serait pas responsable de ces actes? Non, mais nous devons prendre en compte que nous sommes en présence d'un délire à deux quasiment parfait. Hubert Kawissin et Lydie Troadec sont deux blessés de la vie. Ils éprouvent l'un pour l'autre une attirance réciproque pour se réparer mutuellement. Lydie a fourni à Hubert les instruments et Hubert a construit une guerre. Quelle part de responsabilité attribuez-vous à Lydie Troadec? Dans un mécanisme de délire à deux, il y a un sujet passif et un sujet dominant, un sujet second et un sujet principal. Lydie est une personnalité seconde, c'est-à-dire que dans un délire à deux, Lydie n'a pas voulu les conséquences qu'elle a engendrées. Elle ne pouvait pas comprendre que tout ce qu'elle disait de sa famille entretenait des idées délirantes chez Hubert. D'ailleurs, elle l'avoue lorsqu'elle déclare « Si Hubert est tombé malade, c'est ma faute ». Vous considérez donc que les actes de M. Kawissin ont été commis alors que son discernement était altéré? On ne peut pas considérer que son discernement ait été aboli. Mais il ne fait aucun doute que le discernement d'Hubert Kawissin était altéré au moment des faits. Il était, alors, atteint d'une grave dépression et suivait un traitement sous anxiolytique. L'analyse des faits nous montre qu'il s'agit d'un délire en réseau, ayant pour mécanisme les impressions, les intuitions, les interprétations. Le sujet s'est d'abord heurté à des doutes avant de basculer dans la conviction absolue d'une spoliation familiale et d'un danger de mort pour son fils, sa compagne et lui-même. L'accusé présente-t-il des signes de schizophrénie? Hubert Kawissin ne présente pas de signes de schizophrénie. Il n'est pas habituellement dépourvu d'empathie. Pour vous rendre compte de sa personnalité et de l'apparition du délire, il faut avant tout décrire sa fragilité de base. Fils cadet de la famille, il semble avoir été désiré, mais né alors que sa mère, alcoolique, souffrait de dépression. À l'école, il dit avoir été un bouc émissaire et se sentait différent des autres enfants. Il serait devenu le souffre-douleur d'une institutrice trop sévère. Non, mais c'est enfoui tout ça, mais j'en parle jamais. Poursuivez, docteur. Dans ce procès, Madame la Présidente, il y a de la folie et du raisonnement. Hubert Kawissin a répondu à nos questions d'une façon très détaillée. Il a un vocabulaire très précis. Il est très rare d'observer en expertise une participation aussi active. Il faut rappeler, Madame la Présidente, que M. Kawissin a tenté de mettre fin à ses jours en prison, après une réminiscence de la scène du crime. L'oubli est un moyen inconscient de se protéger. Vous souhaitez intervenir, M. Kawissin? Oui. J'ai
J'ai tout un système de pensée à expliquer. Allez-y, nous vous écoutons. En 2013, j'ai commencé à entendre des bruits. Le bruit de la serre du voisin, la ventilation dans la salle d'attente du psychiatre. C'est ce qui m'empêche d'y retourner. Je supporte plus mon travail, je dors plus, sauf une nuit par semaine chez Renée Troidec, ma belle-mère. Vous dormez chez votre belle-mère? Oui, c'est là où je me sens le mieux. Mais le lit a été saboté. Comment ça? C'est Pascal qui dormait là. Une pièce du lit a été enlevée. Enlevée? Mais pourquoi? Pour m'empêcher de dormir. Me rendre fou. En somme, vous dormiez un jour par semaine dans le lit de Pascal Troidec chez sa mère. N'est-ce pas là déjà une manière de prendre sa place? Renée laissait entendre des choses. Elle s'interrogeait sur le train de vie de Pascal et Brigitte parce qu'ils partaient en week-end à l'étranger. Elle me posait des questions, alors j'ai émis des hypothèses. Quel genre d'hypothèses? Que Pascal a volé l'or. C'est là tout votre système de pensée, monsieur Kawissin. Ce sont des faits. Mardi 6 juillet 2021. Cour d'assises de Nantes. 11e jour du procès. Madame Troidec, nous allons donner la parole aux avocats des parties civiles. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Je pensais pas que ce délire allait conduire à un tel drame. Je suis sincèrement désolée du mal fait aux sœurs de Brigitte, Hélène et Martine. Je sais que je m'exprime pas très bien, mais je comprends leur douleur et leur révolte. Monsieur Kawissin? Je regrette sincèrement ce qui s'est passé à Orvaux. Ça tombe sous le sens. Maître, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, je vous propose de faire un pas de côté et de vous mettre à la place de Gaël. Gaël a envie de vivre, un enfant mérite d'être à l'abri, un enfant a besoin de saluer le jour, même si on n'oublie pas la nuit. Le noir de la nuit à Orvaux, les nuits glaciales à Pont-de-Buis. Il se souvient qu'une partie de ses proches est partie dans le noir. Depuis 2017, pour Gaël, la nuit est un peu plus noire qu'elle n'était avant. Gaël a eu une enfance étrange. Des doubles pages, des repas froids, l'absence d'école, je ne vous parle pas de sa vie cryptée, des changements de nom, d'adresse, de code, de ce tunnel étrange dans lequel il a vécu. Gaël se réveille seul un matin de février. Il y a le chien Heidi, ses parents ne sont pas là. Il compte les heures. Sa peur est intense. Gaël est sorti du tunnel le 5 mars au matin. Il était juste que les policiers viennent pour la vérité. Depuis, il est entouré de gens bienveillants. Il est à l'abri. Il se passionne pour la lecture. Il résiste au délire en réseau. La psychose paranoïaque, ça ne s'inocule pas. Ça ne s'avale pas. La psychose paranoïaque n'est pas héréditaire. Gaël ne s'est pas enfermé dedans parce que chaque soir, il faisait un câlin à sa maman, à son papa. Il y a eu délire à 2, pas délire à 3. La position de Gaël est une position de funambule. Gaël est triste, toujours convaincu qu'on ne s'en prend pas à la famille, qu'on ne met pas en pièces qui que ce soit et qu'il faut juger pour ça son père et sa mère. L'affection n'a pas disparu lors des visites à son père en prison. Ces visites n'empêcheront pas le souvenir de sa famille jusqu'à ses 6 ans, même s'il ne fallait pas appeler tonton, tonton. Pour Gaël, il s'agit de sortir de ce tunnel meurtrier en saluant les jours qui vont venir. Chaque matin, vous vous frottez les yeux pour enlever la poudre d'or. Cette histoire qui a ôté 4 vies. Fin du conte, début du décompte. Je suis l'avocate de Denise, la mère de Brigitte. J'ai vu le chagrin et la douleur qui font perdre la raison de Denise, à quelque distance des maisons de Martine et d'Hélène.
En défense, on vous dira demain, ne croyez pas une avocate qui vous raconte des contes de fées. Eh bien, moi, je sais que la vérité est dans les contes de fées. Hubert fait un sacrifice humain, disperse de la poudre d'humain. Il a trouvé comment gommer une famille de la mémoire du monde. Brigitte, Pascal, Sébastien et Charlotte. De la poussière dans 4 cercueils au cimetière de Landerneau. Et des roseaux qui soufflent leur nom du côté de Pont-de-Buis. Mardi 6 juillet 2021. Cour d'assises de Nantes. 14h. La parole est au ministère public. Cette affaire, mesdames et messieurs les jurés, a quelque chose de glaçant, d'extraordinaire. Et pour vous aussi, mesdames de la Cour, elle aura un retentissement dans l'exercice de votre profession. Demain, vous aurez entre vos mains la vie de cet homme. Vous mettrez un chiffre dans l'urne, celui de sa détention. Monsieur Kawissin nous a dit au premier jour du procès qu'il n'était pas le monstre qu'on a décrit. Pour Lydie Troadec, sa complice, l'enjeu est un peu moins lourd. 3 ans maximum. Ils savaient très bien tous les deux ce qu'ils encouraient. Ils ont bien conscience de cet enjeu. Lors de leur première garde à vue, ils disent « on ne sait rien ». Ils se sont forcément entendus. Ils racontent une histoire glauque, celle d'un homme qui s'introduit au domicile de son beau-frère et de sa belle-sœur la nuit. Il va les tuer, les dépecer. Tout ça à cause d'une jalousie. Il invente une histoire. C'est la faute à pas de chance. Il ne sait plus. Il a des trous noirs. C'est pas sa faute. Il est malade. Voilà ce qu'on veut vous faire avaler. Ils ont tout le loisir de nous dire leur vérité. Les seuls vrais témoins de cette affaire, c'est Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien. Ils ne sont pas là pour nous dire les paroles entendues, ils sont morts. Et c'est pratique, les morts. Vous pouvez les faire agir comme vous voulez. Mais là, on n'a pas un cadavre. Rien. Alors ils inventent, se racontent des histoires. On en veut à la crapule et à la grosse dondon. Pascal et Brigitte sont censés gagner moins d'argent, mais ils partent en vacances dans les grandes villes européennes. Ce n'est pas normal. Ça ne va pas. Alors, il y a le mythe du trésor nourri par Mamie Renée. Alors oui, s'ils ont les moyens, c'est qu'ils ont mis la main sur le trésor. La décision est prise. Ils sont chez eux. C'est les vacances. Hubert Kawissin est dans le jardin. Il attend que la lumière s'éteigne dans la chambre de Sébastien. Il s'introduit dans la maison grâce à son petit kit de crochetage. Il frappe Sébastien qui écoute de la musique. On le sait, on a retrouvé son portable. Il a commencé par Sébastien. C'est ce qu'il a dit à son fils Gaël. Puis il frappe Charlotte. Ensuite, il ouvre le placard en bas de l'escalier, fait du bruit. Pascal et Brigitte se réveillent. Il n'y a plus de lumière. Pascal descend, il le frappe. Mais frapper, ça ne tue pas à chaque fois. On sait par Gaël qu'il voulait les torturer. Hubert Kawissin a fait des recherches sur Google. La torture, les colliers Serflex. C'est génial, Google. Mais ça laisse des traces. Alors, il les torture pour leur faire avouer et finit par les tuer. Lydie aide à mettre les corps dans la voiture. On continue à chercher le trésor. Peut-être est-il venu pour les faire parler de l'or. Pourquoi pas? Il voulait connaître leur mode de vie. Pourquoi pas? Même si cela fait des années qu'il regarde la maison sous toutes les coutures sur Google Maps. Dans tous les cas, vous ne douterez pas que l'acharnement ne cachait pas une intention homicide. L'acharnement avec lequel il a fait disparaître les corps.
sa stratégie de disparition des corps. Il a fallu faire appel à des anthropologues pour les retrouver. 326 grammes d'os, des corps auxquels on a enlevé la peau. Si la police n'avait pas eu le signalement de la disparition de Brigitte, on n'aurait jamais rien trouvé. Le sexe des individus, peut-être, et encore. Il enlève le cœur de Pascal du tronc. Il agit méthodiquement. Il essaie de semer les enquêteurs. Il jette des effets personnels dans la campagne. Quand on demande à son fils de guetter les infos à la télé, on n'est pas conscient de ce qu'on fait? Pendant que madame écrit qu'elle se demande comment Sébastien a pu mettre 500 € de côté sur son livret A et que lui découpe les corps de sa famille pour les faire disparaître, il n'est pas conscient. Ça, on en est sûr, sans Lydie Troadec, on n'en serait pas là. Sans René Troadec non plus. Ce couple-là est uni dans son action. Ils enregistrent tout, on les a entendus. Lydie n'est pas la nunuche pour qui elle veut se faire passer. Hubert n'est pas le garçon calme pour qui il veut se faire passer. Lydie Troadec risque 3 ans. Le législateur n'a jamais imaginé de pareils faits. 3 ans pour une sœur jalouse de son frère qui laisse son compagnon détruire les corps de sa famille, qui ment aux gendarmes. Vous allez adresser un message au peuple français, à la famille. Vous allez répondre par le maximum de la peine. Lydie Troadec n'est pas une victime. Elle a son rôle. Je requiers 3 ans d'emprisonnement pour Lydie Troadec. Le législateur dit « meurtre aggravé par la commission d'un autre crime, perpétuité ». Que cette maladie soit un garde-fou pour ne pas s'effondrer, d'accord, c'est incontestable. Mais le délire n'est pas tout. Il est paranoïaque et vous constatez que ça dure. Je vous demande de ne pas tenir compte de cette conviction délirante. Monsieur Kawissin avait 46 ans au moment des faits. 4 ans après, il est toujours dans la dissimulation. Il est dangereux. Toujours. Je vous demande de prononcer la condamnation à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans. L'audience est suspendue jusqu'à demain, 9h. Mercredi 7 juillet 2021. Cour d'assises de Nantes. 12e jour du procès. Vous avez la parole, maître Fillon, pour la défense de monsieur Kawissin. C'est donc cela, cette histoire de disparition, de meurtre, d'éparpillement des corps, d'or, ce secret de famille. 4 ans d'instruction, 12 jours de débat. Monsieur Kawissin sait qui l'a tué. Nous avons écouté les parties civiles. Je ne peux rien envers ce chagrin immense. Leurs actions et leurs paroles sont absolument légitimes, mais l'émotion et le chagrin ne peuvent pas constituer la mesure de la peine que vous prononcerez cet après-midi. J'ai écouté monsieur et madame l'avocat général. Je n'ai pas entendu parler ni d'un homme, ni d'une femme. Vous avez bien dormi, madame l'avocate générale? Monsieur l'avocat général? Moi non. Je me souviens de ma première rencontre avec monsieur Kawissin. Je m'attendais à découvrir l'homme dont tout le monde parle, le monstre froid. J'ai rencontré un homme apeuré, perdu. Je ne pouvais pas lui accoler le substantif de criminel. Jamais je n'ai perçu dans cet homme qui me faisait face un assassin, un meurtrier, un monstre. Jamais. Il était dans l'absence de ceux qui l'aimaient. Lydie, Gaël. Il vivait aussi dans l'absence de ceux qui sont disparus. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Il a tenté de mettre fin à ses jours. Merci au personnel de la prison de Nantes qui l'ont sauvé. Vous avez, Madame la Présidente, rappelé les faits marquants de la vie d'Hubert Kawissin. Comment comprendre ce qui lui est arrivé? Avez-vous devant vous un fou? C'est un homme qui s'exprime bien, qui raisonne, qui a toutes les apparences de la normalité, mais tout de même. Mais tout de même, il est devenu fou. Qu'est-ce que c'est que le délire? Une interprétation fausse en fonction d'intuitions délirantes. Hubert Kawissin se met à tout interpréter. Tout réinterpréter dans le sens de cette histoire d'or, de cette
spoliation. Son lien indéfectible avec Lydie le pousse à lutter comme un chevalier. René Troadec dit à Lydie « Pascal se moque de ton cancer. Tout fait sens pour lui. » René dit encore « Pascal et Brigitte achètent des berlines allemandes. C'est très cher. Ils n'ont pas les moyens. Ils font le tour des capitales européennes. Ça coûte très cher. Ils n'ont pas les moyens. Ils ont une maison à Perpignan. » Et le délire se construit. S'ils vont en Italie, c'est pour rencontrer des tueurs qui vont en vouloir à Gaël. Quand un homme raisonne de cette manière, il n'est plus dans notre logique à nous. Il n'est plus dans notre normalité. Ce n'est pas l'argent qui intéressait Hubert, c'est la spoliation. Ce sentiment d'humiliation qui le poursuit depuis l'enfance. Il y a une nécessité absolue de démasquer Pascal et Brigitte. Il a peur pour son enfant. Il est en train de devenir fou. C'est cette folie qui le fait aller à Orvaux. Selon les experts, Hubert Kawissin est atteint d'une altération du discernement au moment des faits. Dans quel état est-il quand il est dans la maison, quand il frappe? Il le dit. Un mélange de peur et de colère. Vous pensez qu'Hubert Kawissin n'était pas atteint d'une part de folie quand il détruit les corps? Mais alors, qu'allez-vous faire de lui? La réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. C'est une peine qui retient quelqu'un sans limitation de durée. Elle exclut toute possibilité de réinsertion et le conduira à mourir en prison. Quel est le sens de cette peine, Madame l'avocate générale? Protéger la société parce que cet homme sera toujours dangereux? Les experts concluent à la rigueur à une possibilité de dangerosité pour lui-même. La peine maximum sur laquelle vous pouvez voter, soit la perpétuité, soit 30 ans, est-il juste de reléguer dans une cellule un homme sans avenir? Je vous supplie de ne pas prononcer cette peine maximum contre Hubert Kawissin. Jugez M. Kawissin tel qu'il est. Je vous demande de faire preuve de courage dans votre décision. M. Kawissin écrit « Chaque réveil est un cauchemar. Je ne parviens plus à me projeter. La vie est un supplice. Nous n'avons pas eu beaucoup de répit. Je t'aime, Lydie, encore et encore. Je vous aime plus que tout. Tout est dit. Je vous remercie. » L'audience est suspendue, reprise à 14h45. Mercredi 7 juillet 2021. Cour d'assises de Nantes. 12e jour du procès, 14h55. Je vais vous demander de vous lever, Madame Troadec. Vous avez entendu, comme nous, les réquisitions et les plaidoiries. Que souhaitez-vous ajouter? Non, j'ai rien à ajouter. Monsieur Kawissin, vous avez entendu, comme nous, les réquisitions et les plaidoiries. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui. Nous vous écoutons. Je regrette ce qui s'est passé à Orvaux. Je demande pardon à Sébastien. Je demande pardon à Charlotte. Je demande pardon à Brigitte. Et je demande pardon à Pascal. Les débats sont clos. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons nous retirer dans la chambre des délibérations. Monsieur l'officier, vous pouvez prendre soin de ne laisser rentrer personne. Madame Troadec, vous pouvez parler avec qui bon vous semble, mais vous ne devrez pas quitter l'enceinte du tribunal. L'audience est suspendue. France Inter. Le verdict est tombé un peu avant 23h hier soir à la cour d'assises de Loire-Atlantique. Hubert Kawissin est donc condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le quadruple meurtre de la famille Troadec. Son ex-épouse Lydie écope de 3 ans de prison, dont un avec sursis pour l'avoir aidé à effacer les traces de ses crimes. Tout au long du procès, la paranoïa délirante du couple a été au cœur des débats, avec en toile de fond la jalousie. Un procès très éprouvant que vous avez suivi, Corinne Audouin, et au final, un verdict apaisant.
apaisée. Il a fallu aux jurés plus de 7 heures de délibérer pour décider de ne pas condamner Hubert Kawissin à la réclusion criminelle à perpétuité. Malgré l'horreur du crime, toute une famille éradiquée jusqu'à n'en laisser que quelques poussières d'os et lambeaux de chair. La Cour a reconnu ce que les experts avaient tous diagnostiqué. Le discernement de l'accusé était altéré par un délire paranoïaque. Le parquet et la défense ont 10 jours pour faire appel. Nantes, Corinne Audouin, France Inter. L'affaire Troadec. Une série de François Luciani. 6e épisode avec Pierre-Marie Baudouin, Anne Contino, Françoise Lebrun, Nathalie Richard, Grégoire Mont-Saint-Jean, Hervé Furic, Claudine Charrère, Marie-Christine Le Thor, Pierre Osda, Benoît Giros, Armel Lecoeur, Nathalie Lacroix. Et les voix de Jade Labeste, Sylvain de Guillaume. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Bastien Varigo. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation, Cédric Ossire.